Sauvez mon entreprise. Je vous donnerai 100 millions d'euros. Le PDG s'était moqué de la fille de la femme de ménage sans imaginer une seule seconde qu'elle serait la seule capable de réellement accomplir cette mission. Le système venait de s'effondrer. À 8h55, Stratosphère France, une entreprise qui traitait plusieurs centaines de millions d'euros par heure, s'arrêta net. La panique éclata. « Chaque minute d'arrêt nous coûte 1 million d'euros », hurla le PDG Henry Cole. Les meilleurs experts de Paris étaient impuissants. Le virus était brillant. L'entreprise était condamnée. Dans le chaos, une seule personne vit la vérité. Une fille de 12 ans. Je crois que je peux aider. Elle fut accueillie par des rires cruels. Toi, ricana le PDG, la fille de la femme de ménage. Puis, avec un sarcasme venimeux, il lança « Sauve mon entreprise et je te donnerai 100 millions d'euros. » Ce fut la plaisanterie la plus coûteuse de sa vie, car dans une salle pleine d'experts dépassés, et si elle était la seule à savoir réellement stopper l'hémorragie, il était 5 heures du matin lorsque Laura Ali poussa son chariot de nettoyage dans le hall d'accueil de Stratosphère France. Le bâtiment, une immense tour de verre et d'acier de la Défense, transperçait encore le ciel sombre de Paris. À 42 ans, Laura portait son uniforme simple avec une dignité silencieuse et fatiguée. Sur ses épaules reposaient les espoirs de sa petite famille. Elle était mère célibataire. Tout son monde tournait autour d'une seule personne, sa fille Émilie. 14 ans plus tôt, Laura était arrivée en ville sans rien. Elle n'avait qu'un billet d'autocar et une vieille photographie de son père. Son père, Samuel Sam. Ali était un héros de guerre, une légende dans son ancienne unité. C'était un décrypteur, un homme silencieux qui savait voir les motifs dans le chaos. Il était mort quand Laura était encore jeune, ne lui laissant que ses histoires et son esprit analytique affûté. Un esprit qu'elle avait transmis à sa propre fille. « Maman », murmura une petite voix depuis l'entrée du hall. Émilie Ali, 12 ans, glissa à travers les portes automatiques. Ses cheveux blonds étaient attachés en une simple queue de cheval. Elle tenait un sac en papier brun. « Tu as encore oublié ton petit déjeuner. » Laura sourit, son visage s'adoucissant. « Émilie, ma chérie, tu devrais dormir. Il est beaucoup trop tôt pour toi. » « Je ne suis pas fatiguée, » répondit Émilie. Ses yeux du même bleu vif que ceux de son grand-père balayaient déjà le vaste hall désert. Émilie était différente. À l'école, elle ne faisait pas simplement partie des meilleurs élèves. Elle résolvait des énigmes qui laissaient ses professeurs perplexes. Un jour, sa professeure de mathématiques avait dit à Laura « Madame Ali, je ne sais plus comment l'enseigner. Elle a déjà 3 ans d'avance sur le programme. » Émilie voyait le monde autrement. Pour elle, tout n'était qu'un système complexe, composé de pièces qui s'emboîtaient. Comme son grand-père, elle aimait les motifs. Elle aimait les codes. Elle rêvait de construire des ordinateurs, pas de nettoyer les sols autour d'eux. « Un jour, je travaillerai au 50e étage, » dit doucement Émilie. Elle observait le bandeau numérique affichant les cours de bourse défiler en silence sur le mur de marbre. « Mais pas avec un chariot de nettoyage, » ajouta-t-elle. « Je serai ingénieure. » Laura sentit une pointe familière lui traverser le cœur. Elle savait combien le monde pouvait être dur. Elle savait comment les gens les regardaient. « Tu es la personne la plus intelligente que je connaisse, ma chérie, » dit-elle en lissant les cheveux d'Émilie. « Tu peux devenir tout ce que tu veux. »« Je sais, » répondit Émilie. Ce n'était pas de la prétention, c'était un fait. L'été. Émilie accompagnait souvent sa mère aux premières heures du matin. Le bâtiment était calme. Elle aidait Laura à organiser les fournitures, à polir les éléments en laiton, à vérifier les plannings des salles de réunion, mais son esprit, lui, ne cessait jamais de fonctionner. Elle observait les ingénieurs qui arrivaient tôt. Elle observait les systèmes de sécurité. Elle repérait les failles.
Maman, pourquoi ils utilisent un clavier à 6 chiffres pour la salle des serveurs? Murmurait-elle en essuyant des traces de doigts. C'est trop facile à forcer. Ils devraient utiliser des scanners biométriques. Laura se contentait de secouer la tête, à moitié confuse, à moitié admirative. « Essuie juste, ma chérie. » L'esprit d'Émilie était une éponge. Il absorbait tout. « Maman, pourquoi ils nous regardent à travers ?» demanda-t-elle un matin. 2 cadres en costume avaient traversé le couloir en discutant d'un parcours de golf. Ils étaient passés si près que Laura avait dû tirer son chariot pour ne pas être bousculée. Ils n'avaient même pas cligné des yeux. Ils ne l'avaient pas vue. Laura s'arrêta de nettoyer la porte vitrée et regarda sa fille. « Ma chérie, certaines personnes pensent que le travail qu'elles ont ou l'argent qu'elles gagnent les rendent supérieures aux autres. » « Mais ce n'est pas logique, » répondit Émilie. « Ton travail est important. Si tu ne nettoyais pas, le bâtiment serait sale, insalubre. Les systèmes ont besoin d'entretien. Tous les systèmes. » Laura sourit. « Tu as raison. Et souviens-toi de ce que disait toujours ton grand-père Sam dans ses lettres. » Le visage d'Émilie s'éclaira. Elle le récita par cœur. « La dignité n'est pas dans le titre. Elle est dans le travail. » « Exactement, » dit Laura. « Tu as le cœur le plus généreux et l'esprit le plus affûté. C'est ça ta valeur. » Georges, le gardien de nuit, gardait toujours un donut pour Émilie. C'était un homme plus âgé gentil et un peu lent dans ses mouvements. Et Brigitte, l'assistante de direction du 40e étage, discutait toujours avec Laura. « Ta fille Laura, c'est une vraie étincelle, » avait-elle dit la semaine dernière. Je l'ai vue dans la salle de repos en train de lire un livre sur un truc quantique. L'informatique quantique, précisa Émilie en s'approchant. C'est l'idée que des particules peuvent être à 2 endroits en même temps. Ça pourrait tout changer. Brigitte éclata de rire et lui donna une barre de céréales. Elle ira loin, Laura. Marque mes mots. Émilie rêvait de ces horizons chaque nuit. Elle rêvait d'écrire du code capable de résoudre le changement climatique. Elle rêvait d'entrer dans ce bâtiment en égal pas, en invité invisible. Mais elle voyait aussi la réalité. Elle voyait comment certains jeunes cadres regardaient sa mère, un regard d'agacement, un regard de dédain. Un jour, murmura Émilie, en observant le soleil se lever sur le 50e étage. Ils verront. Laura travaillait en double poste. Elle nettoyait des bureaux la nuit et des maisons en banlieue le jour. Chaque euro supplémentaire allait dans le fonds d'études d'Émilie. « Ma fille aura la vie que je n'ai jamais eue », confia Laura un soir à Georges. « Elle ne nettoiera pas des sols. Elle possédera le bâtiment. » Émilie l'avait entendu. Elle sentit le poids des rêves de sa mère. Ce n'était pas un fardeau, c'était du carburant. Chaque livre emprunté à la bibliothèque, chaque heure passée sur l'ordinateur vieillissant de l'école. Tout cela n'était qu'un pas de plus vers cet avenir. Leur histoire était celle de tant d'autres, des gens honnêtes, travailleurs, pleins de rêves, mais ignorés. Ils étaient le moteur invisible qui faisait tourner la ville. Laura était méticuleuse. Elle traitait tout le monde avec respect du PDG au préposé au courrier. Émilie absorbait ses leçons. Elle voyait la dignité de sa mère. Elle apprenait que le caractère valait plus qu'un titre. « Tu accompliras tout ce dont tu rêves », disait Laura en serrant Émilie dans ses bras. « Mais n'oublie jamais qui tu es et n'oublie jamais le travail que cela t'a demandé. » Ce mardi matin-là, aucune d'elles ne savait que leur vie allait rebasculer. Dans quelques heures, la petite fille que tout le monde ignorait deviendrait la personne la plus importante de Stratosphère France. Alors qu'Émilie aidait sa mère à nettoyer le salon exécutif du 49e étage, elle n'en avait aucune idée. Elle ne savait pas que toute l'entreprise dépendrait bientôt d'elle. Sa mère avait semé les graines de la dignité et du travail.
Son grand-père lui avait transmis un esprit capable de voir au travers du chaos. Maintenant, ses graines allaient éclore. Au 50e étage, Henry Cole régnait sur son empire. Il avait 58 ans, un costume parfaitement ajusté et des yeux gris glacial. Il voyait le monde en noir et blanc, les gagnants et les perdants. Pour Henry Cole, des personnes comme Laura et Emily n'étaient que du mobilier. « Brigitte, pourquoi ce chariot de nettoyage est-il encore à cet étage ?» lança-t-il en passant. « Il est 6 heures. Elle devrait être partie. »« Oui, monsieur Cole, » dit Brigitte, crispée. Mais le vrai poison se trouvait 2 étages plus bas. Marc Jeannin, le directeur technique. Il avait 45 ans, ambitieux et profondément complexé. Il détestait l'arrogance d'Henry Cole, mais il détestait encore plus ce qu'il considérait comme inférieur à lui. « Regarde-moi ça », marmonna Marc, un jeune programmeur, en voyant Émilie lire une pancarte près de l'ascenseur. « Ils amènent même leurs enfants maintenant. Cet endroit devient une crèche. » Marc méprisait les gens peu instruits. Pour lui, la réussite était génétique. Soit on l'avait, soit on récurait des toilettes. Son ambition était simple, prendre le contrôle de Stratosphère France. Et il avait un plan. Au cours du dernier mois, Marc avait utilisé ses accès de haut niveau pour construire une bombe à retardement numérique, vers un virus dévastateur qui bloquerait tout le système de l'entreprise. Il effacerait des données critiques, couperait la connexion aux marchés mondiaux. Son objectif, créer une crise si colossale que le conseil d'administration blâmerait Henry Cole. Cole serait renvoyé et Marc Jeannin, l'homme qui feindrait de réparer la catastrophe, deviendrait le héros. Il prendrait la tête. « Aujourd'hui, c'est le jour », murmura Marc en s'asseyant à son bureau à 8h55. Il vérifia sa montre. Le marché allait ouvrir. Il est temps de donner une leçon aux vieux. D'un seul clic, Marc activa le verre. Le silence dura 3 secondes. Puis tout le bâtiment plongea dans le noir. Le gigantesque écran des cours de bourse dans le hall se figea. Les ordinateurs des 50 étages s'éteignirent. Les téléphones moururent. Un silence lourd, oppressant, tomba sur les bureaux. Puis les cris commencèrent. « Mon écran est mort. Le système est foutu. Tout a disparu. Je ne peux même pas obtenir de tonalité. Stratosphère France. » Une entreprise qui traitait des centaines de millions d'euros par heure était devenue aveugle, sourde et muette. C'était comme si on avait arraché la prise de tout le bâtiment. Henry Cole surgit de son bureau, le visage pourpre de rage et de panique. Que se passe-t-il? Pourquoi tout est éteint? Marc Jeannin accourut, jouant à la perfection, la surprise et l'inquiétude. Henry, nous avons une panne catastrophique. Le système central est hors service. Je n'ai jamais rien vu de pareil. Une panne, rugit Cole. Nous traitons la fusion Apex, c'est un accord à 300 millions d'euros. Chaque minute d'arrêt nous coûte 1 million. Réparez ça, immédiatement. J'essaie, Henry, mentit Marc avec aisance. Mais c'est très grave. Vous devriez probablement appeler le conseil d'administration. Henry Cole sentit le sol se dérober sous ses pieds. Le conseil, il le crucifierait, sa carrière, sa réputation, son empire. Tout était en jeu. Au 40e étage, Laura et Emily étaient restées coincées lorsque l'ascenseur s'était arrêté. Elles entendirent la panique, les cris, les pas affolés. « Qu'est-ce qui se passe, maman ?» demanda Emily d'une voix calme. Elle regardait les agents de sécurité courir leurs talkies-walkies morts. Elle observa l'écran d'état du réseau accroché au mur. Il n'était pas seulement hors ligne. Il affichait un code d'erreur fatal qu'elle reconnut immédiatement. Son esprit analytique s'était déjà mis en marche. « Maman, » dit Emily d'une voix basse, « ce n'est pas un accident. » « Qu'est-ce que tu veux dire, ma chérie ?»
demanda Laura en tirant son chariot près d'elle. Les systèmes ne tombent pas tous en panne comme ça, pas d'un seul coup. Il y a des sauvegardes, des redondances. Elle pointa du doigt le code d'erreur. Ça, ce n'est pas une panne, c'est une commande. Quelqu'un a donné l'ordre d'arrêter le système. Laura regarda sa fille, la peur montant en elle. Quelqu'un de l'entreprise? Oui, répondit Emily, et il l'a fait exprès. Henry Cole avait hurlé à Brigitte d'appeler les meilleurs. Contactez Capgemini Cyberdéfense, appelez Sopra Sécurité, qu'ils viennent tout de suite. Bientôt la salle de conférence du 50e étage devint un centre de commandement. Les clients hurlaient. Les investisseurs paniquaient. Le cours en bourse était déjà en chute libre. Marc Janin circulait dans la pièce en jouant le rôle de celui qui aide. En réalité, il sabotait secrètement tous les efforts. Lorsqu'un technicien suggéra de redémarrer le serveur central. Marc secoua la tête. « Non, bien trop risqué. Nous pourrions corrompre les caches de données. » La première équipe d'experts arriva Capgemini Cyberdéfense. Robert Chen, leur chef d'équipe, avait l'air sombre. « Il nous faut un accès administrateur complet pour diagnostiquer. »« Vous l'avez, » hurla Henry. « Remettez simplement le système en ligne. » D'autres équipes arrivèrent. La pièce se remplit des esprits les plus brillants de Paris et rien ne fonctionnait. « Ce virus, il est brillant, » admit un expert. « Il ne se contente pas de nous verrouiller, » ajouta un autre. « Il dévore les données mais lentement, en effaçant ses traces. On dirait qu'il a été conçu par quelqu'un qui connaît parfaitement notre architecture système, » dit Chen en balayant la salle du regard. 3 heures passèrent, puis 4. Les meilleurs experts de la ville échouaient. Henry Cole regardait son empire s'effondrer. « J'appelle la police judiciaire, » annonça soudain Henry. « Si c'est un sabotage, je veux une enquête. Je veux quelqu'un en prison. » Marc Janin sentit une décharge glaciale lui traverser la colonne vertébrale. La PJ. Il pourrait retracer les journaux d'accès. « Henry, attendez, » dit Marc en essayant d'avoir l'air raisonnable. « La police judiciaire va tout saisir. Ils vont confisquer les serveurs comme preuve. Nous serons hors service pendant des semaines. »« Je m'en moque, » rugit Henry. « Je veux des réponses. » Laura et Emily avaient été appelées pour apporter de l'eau dans la salle de conférence bondée. L'air était épais, saturé de sueur de tension et de peur. Emily, portant un plateau de gobelets en plastique, écoutait. Elle observait Marc Janin. Elle voyait comment il écartait les experts. Elle avait vu la panique pure dans ses yeux lorsque M. Cole avait mentionné la PJ. Elle savait. Alors que Laura s'apprêtait à sortir, Emily posa son plateau. Elle fit un pas en avant. « Excusez-moi, » dit-elle. La pièce devint silencieuse. 25 des plus grands esprits techniques du pays cessèrent de parler. Tous se tournèrent vers une fille de 12 ans en robe simple. « Qui est-ce » exigea Henry Cole, la voix irritée et rauque. « Sortez cet enfant d'ici. »« C'est ma fille, monsieur, » dit Laura, la voix tremblante. « Je suis désolée. Émilie, viens, on les dérange. »« Attends, maman, » dit Émilie. Sa voix n'était pas forte, mais elle trancha net à travers le tumulte. « Je pense que je peux aider. » Marc Janin éclata de rire. Un rire fort cruel. « Toi, » ricana-t-il. « C'est magnifique. On a les meilleurs experts de Capgemini et elle croit qu'elle peut aider. Qu'as-tu appris sur les supercalculateurs mondiaux en balayant le sol? » Laura posa une main protectrice sur l'épaule d'Émilie. « Monsieur, s'il vous plaît, ce n'est qu'une enfant. »« Exactement, » dit Marc. « Alors, faites-la sortir. Nous essayons de sauver une entreprise de plusieurs milliards d'euros. »« Je sais ce qu'est le virus, » dit Émilie, regardant non pas Marc, mais directement Henry Cole.
La pièce retomba dans un silence complet. Je sais comment il a été construit et je sais pourquoi vos experts ne peuvent pas l'arrêter. Henry Cole la fixa. Il était un homme désespéré. Il était aussi un homme arrogant. Il était en train d'être humilié par une enfant. Il laissa échapper un petit rire sec, presque un aboiement. Le son était terrifiant. « Toi, dit-il, sa voix dégoulinant de mépris, la fille de la femme de ménage. » Il regarda autour de lui, le chaos, les écrans noirs, les téléphones morts. Il pointa un doigt tremblant vers Émilie. « Tu sauves mon entreprise, gamine. Tu la sauves et je te donne 100 millions d'euros. » Ce n'était pas une promesse, c'était une malédiction, le plus profond sarcasme qu'il pouvait offrir. « Maintenant, sortez-la d'ici, » hurla-t-il. Marc Janin sourit victorieux. Il attrapa le bras d'Émilie. « Tu as entendu le patron, va jouer avec tes poupées. » Laura ramena aussitôt Émilie contre elle, la protégeant. « Ne touchez pas à ma fille. » Elle tira Émilie hors de la salle, le visage brûlant d'humiliation. La porte se referma derrière elle, dans un clic sec, laissant les hommes seuls face à leur échec. Dans le couloir, le silence paraissait encore plus lourd que la panique de l'intérieur. Laura Ali relâcha enfin le souffle qu'elle retenait. Ses mains tremblaient. Elle n'était pas en colère. Elle était profondément, douloureusement blessée. « Oh, Émilie !» murmura-t-elle, la voix épaisse chargée de larmes qu'elle refusait de laisser couler. « Je suis tellement désolée. Cet homme, Monsieur Janin, la façon dont il t'a regardé, et Monsieur Cole, son rire. » Elle serra Émilie dans une étreinte farouche. « Je n'aurais jamais dû te laisser parler. Je voulais juste te protéger. » Mais Émilie ne la serra pas en retour. Elle était immobile. Son esprit tournait à toute vitesse. Elle ne traitait pas l'humiliation. Elle traitait les données. Elle entendait le bruit faible, désespéré des claviers à l'intérieur de la salle. Elle voyait encore le code d'erreur figé sur l'écran du couloir. Elle voyait le visage de Marc Janin, la manière dont ses yeux avaient immédiatement cherché le hub du serveur lorsque la police judiciaire avait été mentionnée. « Il a peur qu'on saisisse les serveurs, » murmura Émilie. « C'est là que se trouve la preuve. »« Quoi, ma chérie ?» demanda Laura se reculant pour mieux voir le visage de sa fille. « Il ne fait pas que les bloquer, » dit Émilie, sa voix devenant plus nette, plus précise. « Il les détourne. Il cherche un seul virus. Mais il y en a deux. »« Émilie, arrête, » dit Laura, la voix brisée. « Laisse tomber. Ces gens, ils ne méritent pas ton aide. Ils sont cruels. Rentrons à la maison. »« On ne peut pas, » dit Émilie. « Les ascenseurs sont hors service. » C'était une phrase simple, pratique, mais cela signifiait aussi autre chose. Elles étaient toujours dans la partie. « Maman, il me faut un ordinateur. Un qui est connecté au réseau interne, mais pas un terminal principal. » « Émilie, de quoi tu parles? » « Le bureau de l'assistante. Brigitte. Elle a un poste de travail au 40e étage. Il a des accès de haut niveau. Il est sûrement sur un circuit d'alimentation séparé. On ne peut pas juste... » commença Laura. Laura, Émilie. Une voix appela depuis le bout du couloir. C'était Brigitte, l'assistante de direction. Son visage était pâle, et elle serrait une pile de dossiers contre sa poitrine. « Je n'arrive pas à croire ce que M. Cole a dit. C'était monstrueux, » dit-elle, la voix tremblante. « Et Marc Janin, je n'ai jamais supporté cet homme. » Laura acquiesça, tentant de garder contenance. « Ça va, Brigitte. On va juste essayer de trouver l'escalier. »« Non, » dit Émilie, avançant d'un pas. Brigitte la regarda surprise. « Émilie, » prévint Laura. « Ils vont tous échouer, » dit Émilie, non pas à sa mère, mais à Brigitte. Sa voix était posée calme, mais tranchante. « Ils perdent du temps. Monsieur Cole perd des millions,
et l'homme qui a fait ça est dans cette salle en train de les regarder. Les yeux de Brigitte s'écarquillèrent. « Quoi, qu'est-ce que tu veux dire? »« Je dis que je sais qui c'est et je sais comment il s'y est pris, » répondit Émilie. Brigitte eut l'air de voir un fantôme. « Qui? Monsieur Janin, » dit simplement Émilie. Brigitte porta une main à sa bouche. « Marc, mais non, il s'est tellement démené. »« Il fait semblant, » dit Émilie. « Il leur donne de mauvaises informations. Il a construit un piège. Et chaque fois qu'un expert lance un diagnostic, il active le piège. »« Je ne comprends pas, » dit Brigitte. Émilie inspira profondément. Il fallait qu'elle simplifie, qu'elle mette des mots clairs sur une mécanique complexe. « Imagine que le système soit une maison, » commença Émilie. « Monsieur Janin a construit un verre. Ce verre est entré et a verrouillé toutes les portes et toutes les fenêtres. C'est ce qui a arrêté le bâtiment. Maintenant, tous les experts essaient d'ouvrir les serrures. » Elle marqua une pause. Brigitte hocha la tête. « Mais, monsieur, Janin a aussi construit une araignée, » continua Émilie. « L'araignée est dans la maison. Elle est petite, elle se cache. Son travail, c'est de brûler les meubles. Elle détruit les données, les vraies données, les comptes clients, les fichiers de fusion. »« Mon Dieu, » chuchota Brigitte. « Voici le problème, » dit Émilie, la voix urgente. « L'araignée est connectée à l'alarme. À chaque fois que les experts tentent d'ouvrir une serrure, ils déclenchent l'alarme. Et chaque fois que l'alarme sonne, l'araignée brûle la maison encore plus vite. » Le visage de Brigitte devint gris. « Ils empirent les choses. Oui, ils croient qu'il n'y a qu'un seul virus. Mais il y en a deux. Ils travaillent l'un contre l'autre exprès. C'est conçu pour être confus. C'est conçu pour rendre les données irrécupérables. » Émilie fixa Brigitte. « Ils ne le trouveront jamais. Dans 1 heure, il ne restera plus rien à sauver. » L'esprit de Brigitte tournoyait. Une fillette de 12 ans venait d'expliquer tout cela. Et c'était terriblement logique. La panique, les échecs, la manière dont Marc Janin n'arrêtait pas de dire « Soyez prudents ». « Pourquoi a-t-il fait ça ?» demanda Brigitte. « Il veut que M. Cole échoue, » répondit Émilie. « Il veut prendre sa place. Mais il ne peut pas laisser la police judiciaire voir ce qu'il a fait. Alors, il doit détruire les preuves. Ça, c'est l'araignée. Elle efface la preuve de son propre crime. « Je dois aller leur dire, » dit Brigitte. « Ils ne vous écouteront pas, » dit Émilie. « Monsieur Janin dira que vous êtes une femme hystérique. Et Monsieur Cole vous renverra. » Brigitte savait qu'Émilie avait raison. « Alors, qu'est-ce qu'on fait ?» demanda-t-elle. Elle ne s'adressait plus à une enfant. Elle parlait à un général. « J'ai besoin de votre ordinateur, » dit Émilie. « Celui sur votre bureau au 40e étage. Les escaliers. Il nous faudrait 20 minutes pour descendre, » dit Brigitte. « Non, » répondit Émilie. « L'ascenseur de service, celui qu'on utilise pour les chariots. Il fonctionne sur un autre circuit. » Le cœur de Laura battait à tout rompre. « Émilie, c'est trop. Tu es une enfant. On pourrait aller en prison. »« Maman, » dit Émilie en se tournant vers elle. Ses yeux bleus étaient nets aiguisés, exactement comme ceux de son grand-père. « Tu te souviens de ce que disait Papy Sam ?» Laura s'arrêta. « La dignité n'est pas dans le titre, elle est dans le travail, » cita Émilie. « Mon travail, c'est ça. Je sais comment réparer tout ça. » Elle regarda Brigitte. « Vous allez m'aider ou on le laisse gagner ?» Brigitte regarda la porte de la salle de conférence. Elle pensa à toutes ces années où M. Cole l'avait bien payée, mais traitée comme une servante. Elle pensa à Marc Janin, à ses remarques poisseuses et déplacées. Puis elle regarda cette petite fille brillante et courageuse. « Venez, » dit Brigitte.
Les trois, l'assistante, la femme de ménage et l'enfant, coururent vers l'ascenseur de service. Les portes se refermèrent dans un vrombissement. « Monsieur Janin a coupé l'alimentation principale », dit Brigitte, confuse. « Comment ça fonctionne encore ?»« Il n'a pas tout coupé, » répondit Émilie, alors que les portes se fermaient. « Il n'est pas stupide. Il lui fallait une route de sortie pour que le virus contacte son serveur distant, un moyen d'exfiltrer les données. Il a laissé quelques systèmes de maintenance en ligne, comme cet ascenseur. » Elles descendirent en silence. Le 40e étage était un chaos total. Des gens criaient dans les couloirs, téléphones portables à la main, incapables d'obtenir un réseau. Personne ne prêta attention aux trois silhouettes. Brigitte déverrouilla son poste. L'écran s'alluma dans un scintillement, lent mais connecté. « D'accord, » dit Brigitte, les mains tremblantes. « Qu'est-ce que je fais? »« Vaut rien, » répondit Émilie. « C'est moi qui fais. » Émilie s'assit dans le fauteuil en cuir, beaucoup trop grand pour elle. Ses pieds ne touchaient même pas le sol. Elle posa ses petites mains sur le clavier. « Maman, » dit-elle, « j'ai besoin que tu fasses le guet. Reste près de la porte. Si tu vois Monsieur Janin ou quelqu'un de la sécurité, tu cries. » Laura Ali, qui avait passé sa vie à nettoyer des sols, se posta à l'entrée de la suite exécutive. Jamais elle n'avait été aussi terrifiée ni aussi fière. « Très bien, » murmura Émilie pour elle-même. « Voyons ce que tu as construit, Monsieur Janin. » Ses doigts volèrent sur le clavier. Elle n'essayait pas de forcer une entrée. Elle était déjà à l'intérieur. Elle utilisait les identifiants de haut niveau de Brigitte. Elle n'alla pas vers le serveur principal, c'était le piège. Elle se dirigea vers les journaux de maintenance interne du bâtiment, le système de climatisation, les caméras de sécurité, les ascenseurs. « Je t'ai trouvé, » murmura-t-elle. Elle venait de dénicher un tout petit programme caché, déguisé en mise à jour logicielle pour les thermostats. C'était l'araignée. Elle tournait en boucle, communiquant avec le serveur principal. Et Émilie avait raison. Chaque fois qu'un nouveau diagnostic était lancé, l'araignée s'activait, s'emparant d'un nouveau bloc de données et le corrompant. « Il ne se contente pas de supprimer les données, » murmura Émilie horrifiée. « Il les remplace par des déchets, d'anciens cours boursiers, du code aléatoire. C'est du pur vandalisme. »« Émilie, tu peux l'arrêter ?» demanda Brigitte en se rongeant les ongles. « L'arrêter? Non. Si je l'arrête, il le saura. Le programme l'alertera. »« Alors quoi? »« Un piège pour un piège, » répondit Émilie. « Si l'araignée cherche l'alarme, je vais lui en donner une. Je vais créer un sandbox, un faux serveur, une copie de la maison, mais sans meubles. » Les mains d'Émilie bougeaient si vite que Brigitte peinait à suivre. Elle écrivait du code, ligne après ligne. Un plan brillant, un plan de stratège. « Je vais rediriger l'araignée, » dit Émilie. « Je vais lui faire croire que les experts ont ouvert une porte. Je vais l'envoyer dans le sandbox pour brûler les fausses données. Elle sera tellement occupée à détruire mes faux fichiers qu'elle ne pourra plus toucher aux vrais. » C'était ingénieux. Un coup de maître. « D'accord, » dit Émilie en laissant son doigt flotter au-dessus de la touche « Entrée ». « Ça y est, l'araignée est contenue. Elle est piégée dans ma boucle. »« Tu l'as fait, » s'écria Brigitte. « Non, » répondit Émilie. « Ce n'est que la première étape. J'ai stoppé l'hémorragie. Maintenant, il faut attraper le verre. » Au 50e étage, l'ambiance avait glissé de la panique au désespoir. Robert Chen, le chef expert de Capgemini, leva les mains en l'air. « C'est inutile, Henry, » dit-il, en s'affaissant dans un fauteuil. « On a perdu. À chaque fois qu'on approche d'une solution, les données se corrompent. C'est comme si le système savait qu'on était là. On vient de perdre 6 clusters de données en 10 minutes. » Marc Génin se tenait près de la fenêtre, un petit sourire satisfait au coin des lèvres. C'était presque terminé. « Je
Je, balbutia Henry Cole. Il était un homme brisé. Mon entreprise, nous allons vers la liquidation totale, dit le directeur financier, la tête entre les mains. C'est fini. À cet instant précis, l'ordinateur portable de Robert Chen émit un bip. Un seul sec et aigu. Il regarda son écran. Ses yeux s'écarquillèrent. « Attendez, » dit Chen. « C'est impossible. »« Quoi ?» demanda Henry Cole, une petite étincelle maladive d'espoir dans la voix. « La corruption des données, » dit Chen en tapant frénétiquement. « Elle vient de s'arrêter, en plein milieu d'un cycle. Elle a été redirigée. » Le sourire de Marc Janin s'effaça instantanément. Le sang se glaça dans ses veines. Redirigée. Ce n'était pas prévu dans son plan. « Qu'est-ce que vous voulez dire, rediriger ?» lança-t-il, s'approchant d'un pas nerveux. « C'est impossible. »« Ce n'est pas seulement possible, » dit Chen, les doigts volants sur le clavier. « C'est en train d'arriver. Quelqu'un d'autre est dans le système en ce moment. Ils ont créé une boucle parallèle. Un sandbox parfait, magnifique. » Chen leva les yeux de l'écran, son visage animé d'une énergie nouvelle et frénétique. Il n'était plus un homme vaincu. Il était un artiste qui venait de contempler un chef-d'œuvre. « Qui fait ça ?» exigea-t-il. « Quelle équipe vous a fait ça ?»« C'est du génie. » Tous les autres experts secouèrent la tête. « Pas moi. Pas nous. Ce n'est pas notre code. » Marc Janin sentit la sueur froide couler dans son dos. « C'est probablement juste un écho du système, » bafouilla-t-il. « Ce n'était pas un écho, » tonna Chen. « C'était une intervention chirurgicale précise, volontaire. » Il regarda la pièce les yeux fous. « Où est-elle ? Qui ?» demanda Henry Cole. « La fille, » hurla Chen. « La fille de la femme de ménage. Celle qui parlait des deux virus, du ver et de l'araignée. » La mâchoire d'Henry Cole se décrocha. « Elle a dit qu'il le déclenchait. Elle savait, » dit Chen. « Elle avait raison. Je pensais que ce n'était qu'une gamine, mais elle savait. » Il attrapa Henry Cole par les revers de son costume à 5 000 €. « Où est cette fille ?» hurla-t-il. « Allez la chercher, tout de suite. C'est la seule personne sur cette planète qui comprend ce qui se passe. » Henry Cole resta pétrifié. Il regarda Marc Janin. Marc était livide. « Henry, c'est ridicule. C'est une coïncidence. Vous n'allez quand même pas. »« Brigitte !» hurla Henry Cole dans le couloir. « Trouvez la femme de ménage. Trouvez sa fille. Je me fiche de ce que vous devez faire. Amenez-les ici. » Quelques secondes plus tard, la voix de Brigitte résonna dans l'interphone du bureau de Cole. « Elles sont déjà là, monsieur. » La porte de la salle de conférence s'ouvrit. Brigitte entra en premier, suivie de Laura puis d'Émilie. Chaque personne dans la salle, experts, dirigeants, avocats, se tourna vers elle. Émilie Ali, 12 ans, avança jusqu'à la tête de la grande table en acajou. Elle était si petite qu'elle pouvait à peine voir par-dessus le bord. Marc Janin la fixa les yeux, emplis d'une haine meurtrière. « Toi » souffla-t-il. Émilie l'ignora complètement. Elle regarda Robert Chen. « J'ai contenu l'araignée, » dit-elle. « Elle est piégée dans une boucle à poursuivre de fausses données. » Chen la regarda bouche ouverte, incapable de parler. « Il l'a fait passer par le réseau de maintenance HVAC, » expliqua Émilie, comme si c'était évident. C'était le seul système, avec un port ouvert vers l'extérieur. Il a été négligent. Il l'a laissé ouvert pour pouvoir vérifier depuis chez lui. J'ai juste fermé la porte derrière elle. Puis elle se tourna vers Henry Cole, l'homme le plus puissant de la défense, celui qui s'était moqué d'elle. « Les données sont en sécurité, monsieur Cole, » dit Émilie. Elle pointa un petit doigt directement vers Marc Janin. « Maintenant, est-ce que je leur dis comment attraper le ver ou est-ce que je leur parle de l'homme qui l'a créé? »
Le silence dans la salle devint une chose vivante, dense, terrifiée. Marc Janin fixait Émilie. Son visage pâle, quelques secondes plus tôt, virait maintenant au rouge sombre dangereux. « C'est un cirque !» hurla-t-il, enfin la voix trop forte, trop aiguë. « Vous êtes tous devenus fous, vous écoutez une enfant. » Il la désigna du doigt tremblant. C'est elle qui est dans le système. Elle travaille sûrement avec quelqu'un. Elle a admis avoir créé un sandbox. Comment savoir que ce n'est pas elle qui a tout provoqué pour jouer les héroïnes? L'accusation était absurde, mais suffisante pour faire hésiter Henry Cole. Il regarda son directeur technique de confiance, puis la fillette de 12 ans. « Monsieur Janin » commença Cole incertain. « Ce n'est pas moi » dit Émilie. Sa voix était plate, sans peur, sans émotion, juste un fait. C'est lui. Elle ne chercha pas à débattre. Elle ne tenta pas de se défendre. Elle se détourna simplement de Marc Janin comme s'il ne comptait déjà plus. Elle marcha vers l'ordinateur portable de Robert Chen. Chen, expert de Capgemini, était encore hypnotisé par le code qui avait piégé l'araignée. « Je peux » demanda Émilie. Robert Chen leva les yeux. Il vit son visage calme, sérieux. Il hocha lentement la tête. « C'est ton spectacle, petite. » Il se leva, lui laissant sa chaise. Émilie s'assit. Une fois encore, ses pieds restaient suspendus à quelques centimètres du sol. Ses mains glissaient sur le clavier. Elle ne faisait pas que taper. Elle naviguait. Elle avançait à travers les pièges numériques que Marc Janin avait installés. « Le verre est toujours actif », dit-elle en s'adressant à toute la salle. « Nous sommes en sécurité face à l'araignée. Les données ne sont plus effacées. Mais le verre reste la serrure principale. C'est lui qui garde le système hors ligne. Et lui, M. Janin, l'a construit avec une bombe logique. »« Une quoi ?» claqua Henry Cole. « Un interrupteur de mort », traduisit Robert Chen, les yeux rivés sur l'écran, observant ce que faisait Émilie. « Un dispositif de sécurité extrême. Si nous essayons de supprimer le verre, la bombe se déclenche. Elle détruira les serveurs centraux. Pas seulement les données. Elle grillera le matériel. Ce sera la fin de l'entreprise. » Marc Janin se permit un petit sourire cruel. Il ne dit rien. Il les tenait. « C'est un protocole de sécurité standard », déclara-t-il enfin avec suffisance. « Tout bon système en possède un. Ce n'est la preuve de rien. »« Je sais », répondit Émilie sans lever les yeux. « La preuve n'est pas dans la bombe. » Elle continua de taper. Elle ouvrit une nouvelle fenêtre. C'était le code source du verre, des milliers de lignes de texte complexes et chiffrées. La preuve est dans le style. Elle pointa un petit doigt vers un bloc de texte. Il était malin. Il a utilisé un chiffre de Wigner pour cacher ses chaînes de commandes. C'est une vieille méthode de cryptage militaire. Elle leva finalement les yeux. Elle regarda Marc Janin. « Mon arrière-grand-père était décrypteur de code, » dit-elle d'une voix calme. « C'était un ancien combattant, une légende. Il a appris à ma mère à voir les motifs. Elle me l'a appris à son tour. Pour vous, ceci n'est qu'un texte aléatoire. Pour moi, c'est une signature. C'est comme votre écriture. » Le visage de Marc devint livide. Il savait ce qu'était un chiffre de Wigner. Il n'aurait jamais imaginé que quelqu'un encore moins elle puisse le reconnaître. « Elle ment ?»« C'est du délire », hurla Marc. Émilie l'ignora. Elle regarda le clavier. Un chiffre a besoin d'une clé. La plupart des programmeurs utilisent une suite de chiffres au hasard. Difficiles à deviner. Mais les gens arrogants, en colère, utilisent quelque chose de personnel. Ses doigts se déplacèrent. « Elle bluffe !» cria Marc. « Éloignez-la de cet ordinateur. » Émilie tapa 4 lettres M-A-R-C. Elle appuya sur « Entrée ».
L'écran clignota. Les lignes de texte aléatoires se déchiffrèrent soudain. Elles se transformèrent en anglais clair, une liste de commandes cachées. Et tout en bas, une note secrète, laissée par le programmeur pour lui-même. Brigitte, l'assistante, la lut à voix haute, d'un souffle tremblant. MJ. Mon Dieu. Marc Janin. Un son terrible, presque animal, sortit de la gorge de Marc. C'était fini. Espèce de petite, hurla-t-il. Il se jeta en avant. Pas sur Émilie, sur l'ordinateur. Il voulait le briser, détruire la preuve. Mais il n'en eut jamais l'occasion. Georges, l'agent de sécurité de nuit, celui qui gardait toujours un beignet pour Émilie, se tenait près de la porte. On l'avait appelé au 50e étage pour empêcher les employés paniqués d'entrer. Quand Marc Janin se précipita, l'ancien réflexe professionnel de Georges se déclencha. Il ne bougea pas vite, il bougea juste. Il s'interposa sur sa trajectoire. Marc, un homme assis à un bureau toute la journée, percuta de plein fouet le torse solide de Georges. « Doucement, monsieur Janin, » dit Georges d'une voix parfaitement calme. Il posa une grande main ferme sur la veste de Marc. « Vous ne voulez pas faire ça. » Marc se débattit furieux. « Lâchez-moi, je suis le directeur technique. »« Plus maintenant, » répondit Henry Cole. Sa voix était glaciale. Toute la rage, la panique, la peur avaient disparu. Elles avaient été remplacées par une fureur froide, silencieuse. Marc Janin se figea. Il regarda Cole tremblant. « Marc, est-ce vrai ?» demanda Cole. Une formalité. Ils connaissaient tous la réponse. La prestance de Marc, son arrogance toute sa vie, se brisa. Là, devant tout le monde. Son corps s'effondra vidé. Le combat l'avait quitté. « Il l'a mérité », murmura Marc d'une voix cassée. « Ce vieux fou, je lui ai donné 20 ans de ma vie. 20 ans. J'ai construit cet endroit et il a donné la fusion Apex à Johnson. Il me mettait sur la touche. » Il regarda la salle, les yeux fous implorants. « J'ai tout construit. C'était mon travail. Et il allait simplement me jeter, je voulais juste leur montrer qu'ils ne pouvaient pas survivre sans moi. » La confession resta suspendue dans l'air. Pathétique, minuscule. Henry Cole le fixa. Il ne cria pas, ne hurla pas. Il hocha simplement la tête une seule fois. « Georges, » dit-il d'une voix parfaitement posée, « sortez-le de ma vue. »« Quoi, qu'est-ce que tu ?» balbutia Marc. « Appelez la police de Paris, » dit Henri à Brigitte. « Dites-leur que mon directeur technique vient de commettre du sabotage informatique, du détournement de biens de l'entreprise et, je ne sais pas, une vingtaine d'autres délits. Je le veux en garde à vue ce soir. » Georges attrapa Marc par le bras. Cette fois, ce n'était plus une prise douce. « Non, Henri, s'il te plaît, » sanglota Marc. « Emmenez-le, » répéta Cole. Georges commença à tirer l'homme en pleurs, se débattant vers la sortie. En passant devant Laura Ali qui se tenait près de la porte, Marc la regarda. « Toi, » cracha-t-il. « Toi, tout est de ta faute. » Laura le regarda simplement, le visage triste. Elle ne dit rien. Puis il disparut dans le couloir. La salle redevint silencieuse, mais la tension, elle restait suspendue. Les ordinateurs demeuraient éteints. Robert Chen s'éclaircit la gorge. « Monsieur Cole, il avait raison sur un point. La bombe logique, elle est toujours armée. Le verre est encore dans le système. » Tous les regards se tournèrent vers Émilie. Henry Cole observa la petite fille de 12 ans assise dans le fauteuil de son meilleur expert. Tout son empire, tout son travail, toute sa réputation reposaient maintenant entre ses petites mains. Son ton avait changé. Plus de moquerie, plus d'arrogance. Il était humble. « Mademoiselle Ali », dit-il. L'usage de son nom formel était un signe de respect profond.
Pouvez-vous le réparer? Pouvez-vous nous sauver? Émilie fixait toujours l'écran, analysant le code. Il croit être intelligent, murmura-t-elle doucement. Mais il est juste en colère. Et les gens en colère font des erreurs. Ils deviennent prévisibles. Qu'est-ce que vous voulez dire? Demanda Chen, se penchant davantage. Il a créé un interrupteur de mort, expliqua Émilie. C'est conçu pour tout détruire s'il est démasqué. Mais il a aussi construit un moyen de l'arrêter. Une porte dérobée, souffla Chen. Bien sûr, il aurait voulu pouvoir reprendre le contrôle au cas où. C'est un homme arrogant, dit Émilie. Il a utilisé son propre nom comme clé du chiffre. Il a probablement utilisé quelque chose du même genre pour cacher la porte dérobée. Elle replongea dans les lignes de code. La signature, ce n'est pas juste une note, murmura Émilie. C'est une commande. Ses doigts volèrent sur le clavier. Elle copia la chaîne, la colla dans une invite de commande et appuya sur Entrée. Une nouvelle fenêtre noire s'ouvrit. Du texte blanc simple apparut. Fail-safe controls accessed. Enter disarm key. Il enregistrait ses propres initiales, dit Chen sidéré. C'est insensé. Non, répondit Émilie. C'est de la paresse. Quelle était la clé? Demanda Cole, les mains crispées. Émilie réfléchit une seconde. Qu'est-ce qu'un homme comme Marc Janin aime? Qu'est-ce qui a de la valeur pour lui? Pas l'entreprise, pas les gens, seulement lui-même. Elle tapa un mot génie, elle valida. L'écran clignota Invalid Key. Attempts remaining 2. Une sueur froide perla sur le front d'Henry Cole. Émilie? Murmura Laura près de la porte. Émilie prit une inspiration. D'accord, pas génie. Quoi d'autre qu'a-t-il crié? J'ai construit cet endroit, 20 ans. Elle réfléchit. Il avait été évincé de la fusion Apex. C'est ce qui avait déclenché tout cela. Elle tapa Apex, valida, Invalid Key, Attempt Remaining 1. Oh mon Dieu, gémit le directeur financier en s'affalant dans un fauteuil. C'est fini. Une dernière tentative. Si elle se trompait, les serveurs grilleraient. Un silence absolu envahit la salle. Émilie ferma les yeux. Elle visualisa Marc, son bureau qu'elle avait nettoyé tant de fois. Les photos sur son bureau, aucune famille, aucun ami, juste lui. Lui sur un bateau, lui recevant un prix, lui avec le maire. C'est un narcissique, murmura Émilie. Il nous a dit quoi? Demanda Cole. Il a utilisé son nom M-A-R-C. Ses initiales MJ. Elle rouvrit les yeux. Il n'est pas compliqué, il est simple. Elle tapa la clé. Password fail-safe disarmed. Robert Chen laissa échapper un rire sec, presque abasourdi. Password. Il a utilisé Password. Il avait tellement bien caché l'accès, dit Émilie. Il n'a jamais pensé que quelqu'un le trouverait. Il n'avait pas besoin d'une serrure solide. Elle inspira profondément. Elle attrapa la souris. Elle surligna tout le fichier du vers 20 ans de rancœur de Marc Janin encapsulé dans un programme. Son petit doigt se posa sur la touche « Supre ». Elle appuya. Une seconde rien, puis un petit ding. Le fichier avait disparu. Au mur, le grand panneau boursier figé depuis 6 heures, atroce, clignota puis reprit vie. Les chiffres défilèrent à nouveau. L'action qui était à plat se remit soudain à trader. Dans un coin, les horloges numériques bloquées à 8h55 clignotèrent et se réinitialisèrent 15h02. Tous les téléphones de la salle, tous se mirent à sonner simultanément. Le vacarme était assourdissant. C'était fini. Robert Chen, le meilleur expert de Paris, s'effondra dans sa chaise. Il mit sa tête entre ses mains. « Mon Dieu !» murmura-t-il. « Mon Dieu !» Laura Ali pleurait une main sur la bouche. Elle regardait sa fille incroyable,
impossible prodigieuse. Henry Cole se tenait près de la fenêtre. Il observait le téléscripteur boursier son entreprise Sa Vie. Elle était revenue. Il se retourna. Il regarda Émilie. Il la regarda vraiment pour la première fois. Pas comme la fille d'une femme de ménage. Pas comme une enfant, mais comme la personne qui, en un après-midi, venait de sauver tout son monde. Il ouvrit la bouche. Il la referma. Lui, l'homme de discours, n'avait plus aucun mot. Puis son visage se teinta de rouge. Il se souvint. Il se souvint de sa promesse affreuse, sarcastique, cruelle. Les 100 millions d'euros, balbutia-t-il. Émilie, qui était en train de se déconnecter calmement de l'ordinateur de Robert, leva les yeux. « Ah, Monsieur Cole, c'était une blague, dit-il d'une voix suppliante. Une blague terrible, terrible. J'ai été un idiot. Émilie resta silencieuse. Elle le regardait simplement avec ses yeux clairs et intelligents, ceux de son grand-père. « Je sais, dit-elle. Mais une promesse est une promesse, dit Cole, l'esprit affolé. Le conseil, je ne peux pas. Émilie secoua la tête. Je ne veux pas votre argent, monsieur Cole. Toute la salle se figea. Je ne comprends pas, dit Cole. Émilie se leva du fauteuil. Elle marcha jusqu'à sa mère, toujours près de la porte, tenant sa charrette de nettoyage. Émilie posa la main sur la poignée. « Vous vous êtes moqué de ma mère, » dit-elle. Sa voix n'était pas en colère. Elle n'exprimait que la vérité. « Vous m'avez ri au visage. Vous avez dit à M. Janin de me jeter dehors. Vous et les hommes comme lui riez des gens comme nous depuis longtemps. » Cole tressaillit. C'était vrai. « Je ne veux pas de récompense, monsieur Cole, » dit Émilie. « Je ne veux pas d'un prix pour avoir fait ce qui était juste. Ma mère m'a appris mieux que ça. » Elle le regarda droit dans les yeux. « Je veux un travail. » Henry Cole resta abasourdi. « Un travail, mais vous avez 12 ans. »« Je sais, » dit Émilie. « Je ne demande pas un travail pour moi, pas aujourd'hui. » Robert Chen éclata d'un petit rire. Il regarda Cole. « Henry, tu es aveugle. Un travail, c'est une insulte. Cette jeune femme, oui jeune femme, vient de faire ce que mes 20 meilleurs ingénieurs n'ont pas réussi. Elle t'a sauvé. » Il se tourna vers Émilie, le visage illuminé d'un respect sincère. « Mademoiselle Ali, quand vous aurez 18 ans, vous n'aurez pas besoin de lui demander un travail. Vous m'appelez. Je ne vous offrirai pas un emploi. Je vous ferai associé. » Émilie lui offrit un petit sourire respectueux. « Merci, monsieur. Mais je veux construire des choses, pas seulement réparer ce qui est cassé. » Elle reporta son attention sur Henry Cole. Le pouvoir dans la pièce avait changé de camp. Il n'était plus entre les mains de l'homme du bureau d'angle. Il était entre celles de la fille de la femme de ménage. « Je veux une bourse, » dit Émilie, la voix claire. « La meilleure éducation possible. Je veux que vous financiez mes études, toutes, que ce soit Polytechnique, Centrale Supélec ou n'importe quelle grande école que je choisirai. J'aurai les notes. Vous paierez les frais. » « Oui, » répondit Cole immédiatement. « Bien sûr, tout ce que tu veux. »« Et je veux un poste pour ma mère, » ajouta Émilie. Laura Ali porta une main à sa bouche. Des larmes lui montaient aux yeux. « Émilie, non chérie, ce n'est pas pour nous. »« Si maman, » dit Émilie doucement. « Tu as les yeux les plus affûtés de ce bâtiment. Tu n'es pas qu'une femme de ménage. Tu es une gestionnaire. Tu as fait son travail gratuitement pendant 10 ans. » Émilie regarda Brigitte, l'assistante, qui hocha vigoureusement la tête. « Brigitte, » dit Cole d'une voix ferme. Il avait déjà pris sa décision. À compter de maintenant, Laura Ali est la nouvelle responsable de la logistique et des opérations du bâtiment.
avec un salaire doublé. Laura étouffa un sanglot de stupeur et de gratitude. Et un stage, ajouta Cole en se tournant vers Emily. Un stage rémunéré pour toi chaque été. Pas au courrier, dans mon département de recherche et développement. Il regarda autour de lui. Est-ce que cela suffit? Non, dit Emily. La salle qui commençait à se détendre se crispa de nouveau. Quoi? Demanda Cole perdu. Je veux toujours les 100 millions d'euros, dit Emily. Le visage de Cole devint livide. Mais tu as dit, je pensais... Je ne les veux pas pour moi, dit Emily. Je veux que vous créiez un fonds, un nouveau, le fonds O'Malley pour l'éducation. Elle désigna la porte où la charrette de nettoyage de sa mère était restée. Il sera pour les enfants de chaque agent d'entretien cuisinier, gardien de sécurité et employé du courrier de cette entreprise. Les gens que vous ignorez chaque jour. Ils travaillent aussi dur que vous. Leurs enfants sont aussi intelligents que les vôtres. Maintenant, ils auront les mêmes chances. Ce fut le coup final. Henry Cole n'était plus seulement humilié, ni vaincu. Il était transformé. Il vit toute sa vie défiler son arrogance, sa cruauté banalisée, les gens qu'il avait écrasés sous ses chaussures de cadre dirigeant. Il ne regardait plus une fillette. Il regardait une personne d'une force morale écrasante. « Je le ferai, » dit Cole. Sa voix était serrée. « C'est la première chose que je ferai demain. » Il marcha non pas comme un PDG, mais comme un vieil homme. Il se planta devant Emily et lui tendit la main. « Mademoiselle O'Malley, dit-il, vous êtes la personne la plus impressionnante que j'ai jamais rencontrée. » Emily lui serra la main, sa petite main dans la sienne. « Le père de ma mère s'appelait Samuel O'Malley, dit-elle, la voix douce. C'était un héros de guerre, un décrypteur de codes. Il disait toujours, « La dignité n'est pas dans le titre, elle est dans le travail. Vous avez beaucoup de travail à faire, Monsieur Cole. » Au nom prononcé, la tête d'Henry Cole se releva brusquement. Ses yeux s'écarquillèrent. Une lumière étrange y passa. « Samuel Ali, murmura-t-il. De l'armée. Sam, le silencieux. » Ce fut au tour de Laura d'être bouleversée. Elle fit un pas en avant. « Vous connaissiez mon père. » Henry Cole regarda Laura puis Emily. Il avait l'air d'avoir vu un fantôme. « Le connaître, dit-il, la voix brisée. Mon Dieu, quand j'ai créé cette entreprise, j'étais un gamin. J'avais 25 ans. Je n'avais rien. Toutes les banques m'avaient refusé. » Il désigna la fenêtre. J'étais dans un petit bureau, sur le point de tout perdre. J'ai tenté une dernière banque, une petite agence locale. Et le chargé de prêt, il a pris un risque sur moi. Un homme qui voyait les motifs, un homme qui a vu quelque chose en moi. Il regardait Laura, mais voyait le passé. C'était Sam Ali. Il a approuvé mon tout premier prêt. Il m'a sauvé. Il m'a donné ma chance. Les yeux de Cole se remplirent de larmes. Il n'était plus un PDG, juste un homme se souvenant d'une bonté fondatrice. Il m'a dit une chose. Il a dit « Je vois les motifs en toi, gamin. Tu t'en sortiras. Mais n'oublie jamais ceux qui t'ouvrent les portes. » Il fixa Emily. Il y voyait les yeux clairs et analytiques de son grand-père. Toutes ces années dans cette tour de verre, j'ai oublié. J'ai oublié son conseil. J'ai oublié l'homme qui m'a tout donné. Il regarda Laura. J'ai méprisé sa petite fille. J'ai laissé sa fille être traitée comme si elle n'existait pas. Il comprit enfin la véritable dette, le vrai paiement. Ce n'était pas une blague, dit-il d'une voix nue. Les 100 millions le font, c'est le minimum. Ce n'est qu'un faible remboursement d'une dette que je porte depuis 40 ans. Un mois plus tard, le hall de Stratosphère Solutions avait changé d'atmosphère. Laura Ali y marcha.
Elle ne poussait plus une charrette. Elle portait un tailleur bleu élégant et tenait une tablette. Elle s'arrêta pour parler à un groupe de ses nouveaux responsables logistiques. Elle souriait. Elle était une chef née. Henry Cole sortit de l'ascenseur. Il aperçut George le gardien de sécurité. « George, dit-il. George se raidit. « Votre fils commence à l'Université de Paris l'année prochaine, n'est-ce pas ?» demanda Cole. George sembla perdu. « Oui, monsieur. Il s'inquiète des frais d'inscription. »« Dites-lui de faire une demande aux fonds au Mali, » répondit Cole. « Je l'examinerai moi-même. » Il sourit. « Et merci, George, pour tout ce que vous faites. » George resta figé, incapable de parler, tandis que le PDG passait les portes d'entrée. Ce soir-là, dans leur petit appartement propre, Émilie Ali était assise à son bureau. C'était le même bureau, mais dessus se trouvait un ordinateur puissant et flambant neuf. À l'écran, une longue ligne de code complexe. Laura rentra de son nouveau travail. Elle était fatiguée, mais autrement, d'une bonne fatigue. « Alors, ta première journée de stage ?» demanda-t-elle en souriant. Émilie leva les yeux. Ses cheveux blonds attrapèrent la lumière. « C'était bien, » dit-elle. « J'ai terminé ma première mission pour le département R&D. Ils pensaient avoir une faille de sécurité dans leur nouvelle application mobile. » Laura se pencha. Et il l'avait. Émilie sourit. Ses doigts tapèrent une dernière commande. La faille disparut. « Oui, » dit-elle. Émilie Ali regarda par la fenêtre. Elle vit les lumières de la skyline parisienne et la tour stratosphère perçant les nuages. Elles étaient loin des étages supérieurs, mais elle savait avec la même certitude qu'elle savait coder qu'un jour, elle ne ferait pas qu'y travailler. Elle la dirigerait. Elle était la fille d'une femme de ménage, la petite fille d'un décrypteur de code. Et elle ne faisait que commencer. Et c'est ici que nous mettons fin pour l'instant à l'histoire d'Émilie, une histoire qui prouve que le véritable caractère compte plus que n'importe quel titre. J'espère que ce moment vous a permis de sortir un instant de votre quotidien. Et vous? Vous faisiez quoi en écoutant cette histoire? Vous étiez en promenade, en train de ranger un peu, ou simplement en train de vous détendre pour la nuit? Dites-le moi dans les commentaires. Je les lis vraiment tous. Et si vous voulez qu'on se retrouve pour une autre histoire, un petit like et un abonnement sont les meilleurs moyens d'y arriver. N'hésitez pas aussi à laisser vos impressions, ce que vous avez aimé ou ce qu'on peut améliorer.